L'enregistrement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre troisième atelier sur l'apprentissage par le jeu, une initiative du réseau d'apprentissage de l'Ontario. C'est notre troisième séance où on se rencontre et on parle d'apprentissage par le jeu. Si vous n'étiez pas là lors des dernières rencontres, ne vous inquiétez pas, nous allons faire une courte révision des concepts clés avant de se lancer aujourd'hui dans des activités qui, selon moi, sont pas mal intéressantes parce qu'elles sont très peu dispendieuses. Il s'agit des activités qu'on appelle 6 briques. Donc, pour faire ces activités, vous n'avez besoin que de 6 briques de Duplo. En théorie, si vous voulez faire les activités à la maison et que vous n'avez pas de Duplo en ce moment, vous pouvez aussi faire les mêmes activités avec 6 briques de Lego. La raison que je recommande les 6 briques de Duplo, c'est que c'est beaucoup plus facile à manipuler en classe, c'est beaucoup plus simple pour les élèves de montrer leur création. Et ça permet aussi de faire des structures qui sont un peu plus grosses. Dans une situation de salle de classe, chaque élève posséderait son petit ensemble 6 briques. Donc, c'est ce qui est recommandé. Donc, vous allez voir ce soir, moi, j'en ai 3 ici, comme si j'avais 3 élèves. La raison, c'est que certaines des activités vont nécessiter un peu plus que 6 briques. Donc, les élèves se mettraient en équipe. Donc, ça permet de monter à 12 briques ou à 18 briques. Mais ce qui est intéressant, c'est la simplicité des activités où on utilise seulement ces 6 briques. Donc, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Dominique Tremblay. Je suis un consultant en éducation de Belleville, en Ontario. Quoique aujourd'hui, je vous diffuse cet atelier à partir de Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo, où je suis en train d'appuyer une école pour la mise en œuvre des STEAM, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En plus d'être un enseignant agréé de l'Ontario, je suis aussi un formateur accrédité par l'Académie Lego Éducation. Et je fais aussi des formations de type Lego Serious Play, qui sont des formations qui s'adressent plus aux équipes de management, aux équipes de direction d'école, où là, on va utiliser les briques et les pièces de Lego pour faire des remue-ménages corporatifs, pour prendre des décisions, pour animer nos réunions. Beaucoup du contenu qui vous est présenté ce soir vient du Lego Foundation, qui est l'organisme à but non lucratif qui fait de la recherche dans le domaine de l'apprentissage par le jeu. Je pense que ce serait important de reconnaître le territoire sur lequel on se retrouve. Donc, habituellement, je diffuse à partir de la région de Belleville, qui est le territoire des Mohawks. Et si vous regardez à l'écran ici, on a une petite citation de Monique Aura de la Nation des Oneida. Donc, peu importe où vous êtes en Ontario ou au Canada, je vous demande de prendre le temps de reconnaître les territoires des Premières Nations où l'on se retrouve. Et voyez aussi en haut les 3 logos des organismes qui appuient notre initiative, soit Dell Technologies, OECM et ALP. Si vous voulez prendre quelques instants dans la zone de clavardage pour nous indiquer qui vous êtes, on aime bien ça avoir une grande variété de personnes de toutes sortes de backgrounds, que ce soit des enseignants, des conseillers pédagogiques, des parents. Donc, ces activités-là peuvent s'adresser à un grand nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas à nous saluer dans la zone de clavardage. Donc, comme je vous mentionnais, nos partenaires Dell Technologies, ALP et OECM. Donc, ALP, c'est une firme de consultants en éducation qui veulent perpétuer la confiance, chérir les valeurs des personnes, saisir les opportunités et servir avec gratitude. Et ce soir, bien, je vous présente justement au nom d'un consultant d'ALP. Je vous indique aussi que la formation, elle est enregistrée et elle sera disponible pour vous, mais aussi pour vos collègues qui pourraient vouloir la visionner par la suite. D'ailleurs, toutes les formations qu'on a faites à date en apprentissage pour le jeu se retrouvent maintenant sur le site de l'OECM où vous vous êtes inscrit à cet atelier et vous pouvez les écouter sur YouTube. Donc, il y a des petits liens YouTube qui se retrouvent là. N'hésitez pas à les partager avec vos collègues aussi. Je réalise que souvent, on est bien occupé avec notre travail d'enseignant ou d'enseignante et c'est difficile de participer à des réunions comme ça après les heures de classe, mais n'hésitez pas à aller voir la version enregistrée. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas que votre beau visage apparaisse à l'écran, vous pouvez toujours vous assurer d'éteindre la vidéo et de vous mettre votre micro en sourdine.
Par contre, n'hésitez pas à partager dans la zone de clavardage, nous donner vos idées. Et si vous avez des briques et que vous voulez participer activement, vous pouvez faire les activités en même temps que moi aussi. Il n'y a absolument aucun problème. Vous allez trouver aussi un petit icône qui permet de donner des rétroactions, que ce soit des applaudissements ou des pouces vers le haut. Donc, si jamais vous voulez nous indiquer que vous aimez les activités, n'hésitez pas à nous donner de la rétroaction par ces petits icônes. Donc, notre ordre du jour aujourd'hui, on fait une courte révision des concepts qu'on a vus lors des deux dernières rencontres pour s'assurer que tout le monde part du même pied en termes de compréhension d'apprentissage par le jeu. Ça va nous permettre aussi de mettre la scène pour les activités qui s'en viennent. Donc, le gros de l'atelier aujourd'hui va être l'utilisation des 6 briques pour faire de la littératie, de la numératie, du raisonnement logique, de la motricité fine et même du codage. Donc, on va trouver des façons d'utiliser ces 6 briques-là pour faire du codage. Donc, comme je vous disais, c'est un atelier en 3 sections. Donc, on a parlé de la mise en contexte il y a 2 semaines. La semaine passée, on regardait l'apprentissage par le jeu en action. Et aujourd'hui, on fait un peu de mise en œuvre parce que je réalise que pas toutes les écoles ont énormément de matériel pour faire de l'apprentissage par le jeu. Donc, je voulais terminer là, avec quelque chose qui demande très peu de matériel. En passant, si vous vous demandez aussi l'ensemble de 6 briques, ce n'est pas nécessairement n'importe quelle 6 briques, ce sont les couleurs que vous voyez ici, donc le jaune, le orange, le bleu, le vert, le bleu foncé et le rouge. Si vous avez d'autres couleurs, ça ne sera pas un problème pour la plupart des activités, mais il y a certaines activités qui utilisent les couleurs officielles. Donc, un court rappel de ce qu'on a vu avant qu'on se lance dans les activités pour aujourd'hui. Premièrement, ce qu'on vise avec l'apprentissage par le jeu, c'est les habiletés complexes de la pensée supérieure. Donc, l'élève qui est en situation de jeu, qui est en train de résoudre des problèmes, développe sa pensée supérieure. Il développe aussi sa pensée critique, à se poser des questions. Quels sont les critères de succès? Il va développer sa créativité. Avec certaines des activités qu'on va utiliser ce soir, l'élève va aussi développer sa collaboration. Il va devoir travailler avec un autre élève qui possède aussi 6 briques, ou ça pourrait être, par exemple, entre 2 enfants dans une famille, entre l'enfant et le parent. Mais encore une fois, si vous êtes 2 personnes, je vous suggère d'avoir 2 ensembles de 6 briques. Et si vous voulez justement faire les activités de collaboration ce soir, n'hésitez pas à aller chercher votre conjoint, votre conjointe, un membre de la famille pour se joindre à la conférence et prenez-vous 2 ensembles de briques. Donc, voici les habiletés qu'on vise. Par ces habiletés-là, ça nous permet de faire des apprentissages importants. Donc, ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on fait en s'amusant, ça nous permet de nourrir notre cerveau de nouvelles compétences et de nouveaux apprentissages. Maintenant, une des choses qui est importante de comprendre aussi, c'est qu'il existe 3 types de jeux et je vais utiliser cette diapositive-là pour cibler un petit peu ce que l'élève va faire ce soir. Donc, vous avez le jeu libre. Vous vous souvenez, le jeu libre, les enfants sont 100% libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est initié par l'élève et c'est géré par l'élève. Vous avez le jeu guidé, où le jeu guidé est initié par l'enseignant, mais le reste du jeu est géré par l'élève. Et vous avez le jeu dirigé, où c'est initié par l'enseignant et géré par l'enseignant. Sachez que ce soir, les activités 6 briques se situent plus dans les jeux guidés et les jeux dirigés. Donc, le parent va partir les jeux. Dans certains cas, l'élève va le diriger et le gérer à 100%. Dans d'autres cas, l'enseignant va gérer un petit peu le déroulement du jeu. Aussi, sachez que si vous le voulez, je peux vous envoyer aussi la présentation PowerPoint après l'atelier. Il n'y a pas de problème, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre tout en note. Et aussi, je vais vous donner un lien vers un livret 100% gratuit du Lego Foundation où vous pouvez télécharger certaines de ces activités. Si jamais la méthode 6 briques vous intéresse aussi suite à cet atelier-là et que vous voulez en faire plus, sachez aussi qu'il y a des communautés en ligne de nerds de 6 briques qui se rencontrent chaque mois. C'est habituellement un samedi matin. Au Canada, c'est un samedi matin parce que c'est des gens de partout dans le monde. Donc, en Asie, en Europe, c'est plus en fin d'après-midi, en soirée qu'ils se rencontrent. Donc, pour nous, ça fait en matinée. Et c'est une belle façon de découvrir chaque mois des nouvelles activités qui ont été créées par la communauté. C'est fou ce qu'on peut faire avec si peu de briques. Avant qu'on se lance dans les activités, je vous rappelle les caractéristiques de l'apprentissage par le jeu. Ça doit être significatif pour intéresser l'élève. L'élève doit être joyeux, ça doit être amusant, il doit avoir, comme on disait, du hard fun.
ça doit impliquer des interactions sociales et plusieurs des jeux aujourd'hui vont inclure des interactions entre deux élèves, entre l'enseignant et l'élève. L'élève doit être engagé activement, donc il doit être en train de faire quelque chose et ça doit être itératif aussi. Ça ne fonctionne pas du premier coup et vous allez voir que plusieurs des activités aujourd'hui ne fonctionnent pas nécessairement du premier coup. Donc, on vient chercher là, avec les 6 briques les 5 grandes caractéristiques de l'apprentissage par le jeu. Un rappel aussi qu'on veut que l'élève soit dans le flux. Donc, lorsqu'on fait nos activités, n'hésitez pas à regarder votre enfant, votre élève, pour s'assurer qu'il reste dans le flux, qu'il ne se frustre pas, mais que les tâches ne sont pas trop faciles aussi. Ce soir, je vais vous présenter des tâches de toutes sortes. Des tâches qui sont extrêmement simples jusqu'à des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Donc, on va vouloir s'assurer de choisir des tâches là, qui se retrouvent dans la zone de flux de l'élève, où l'élève vit un bien-être profond, il y a une forte motivation, on veut qu'il reste dans le flux, on veut qu'il soit concentré et on veut aussi que son état psychologique soit le plus optimal possible. Et rappelez-vous, si le niveau de difficulté est trop grand, le défi est trop grand, l'élève va se décourager. Et si le défi est trop simple, bien, ça va être une source d'ennui. Donc, vous voyez un peu cette zone de flux-là où on veut rester pour s'assurer que l'élève ou l'enfant est dans sa zone optimale. Évidemment, à mesure que l'élève devient meilleur à utiliser les activités, on va vouloir augmenter les défis pour qu'il puisse continuer à développer ses habiletés et le garder dans le flux. Donc, maintenant qu'on sait le flux, on a revu nos caractéristiques, nous allons commencer avec nos activités 6 briques. Donc, si vous avez vos 6 briques, n'hésitez pas à faire des pouces vers le haut pour nous indiquer que vous les avez. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas un problème, vous pouvez tout simplement écouter et les faire plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on vise avec des activités 6 briques? On vise l'utilisation du langage. Il va y avoir beaucoup de communication. Les élèves vont parler, vont communiquer. D'ailleurs, je vais souvent vous présenter ce qu'on appelle des questions incitatives, c'est-à-dire des questions qu'on pose aux enfants pour les encourager à communiquer au sujet de leur création. Plusieurs de ces activités-là aussi vont être créatives. Pas tous les élèves dans la classe vont faire exactement la même chose. Il y a certaines de ces activités-là qui présentent des problèmes, des défis. Donc, l'élève va devoir utiliser ses capacités de résolution de problèmes pour être capable de résoudre les activités avec les 6 briques. Et finalement, dans les activités 6 briques, on vise évidemment la collaboration. Il y a certaines activités où on va présenter la compétition. Donc, 2 élèves qui compétitionnent ensemble pour tenter de résoudre quelque chose le plus rapidement ou le mieux possible. Certaines activités vont présenter de la coopération, où là, il va falloir travailler ensemble pour arriver à notre objectif. Donc, vous êtes prêts? Voici nos premières activités 6 briques pour ce soir. Donc, ce que vous avez besoin, un ensemble de 6 briques pour chaque enfant. Et parfois, certaines des activités, comme je vous mentionnais, vont nécessiter de la collaboration. Ou si, par exemple, on a 3 enfants qui travaillent ensemble, bien, ça nous donne la chance d'avoir 18 briques pour faire l'activité. Je vais vous indiquer lorsque ce sont des activités qui n'utilisent qu'un ensemble de 6 briques ou lorsqu'on a des activités qui demandent plusieurs enfants, que plusieurs enfants collaborent ensemble, où là, on aurait besoin de plus qu'un ensemble. Donc, commençons avec une première initiation. Donc, ici, je dis qu'est-ce que je peux assembler avec 6 briques? De combien de façons puis-je assembler 2 briques? Donc, ici, c'est une tâche très ouverte. Je commence avec de quelle façon je peux assembler 2 briques. Si vous me donnez un instant, je vais changer de caméra pour que vous puissiez bien voir ici. Donc, je vais passer ici à cette caméra-ci. Donc là, vous devriez voir ici mes briques. Donc, juste ici. Et là, si on pense de quelle façon je peux assembler 2 briques. Première question qu'on pose aux élèves avec ces 2 briques-là. Et vous allez être surpris qu'il y a plusieurs façons où on peut assembler 2 briques. Ça, c'est une façon. Ça, c'est une autre façon. Ça, c'est une autre façon. Ici, c'est une autre façon. OK. Peut-être que je peux y aller comme ça. Peut-être que je peux y aller comme ça. Peut-être que je peux y aller comme ça. Peut-être que je peux y aller comme ça ici. Peut-être que je peux y aller comme ça. Peut-être que je peux y aller comme ça aussi. Vous voyez, on n'est pas obligé là, de mettre tous les... En passant dans le vocabulaire du Duplo ou du Lego, ici, on appelle ça les tonneaux. Ici, on appelle ça les tubes. Donc, vous voyez que vous pouvez amener l'enfant à essayer de trouver toutes les possibilités différentes. Et là, se poser des questions. Si je fais ça, par exemple, est-ce que c'est la même chose que ça?
Donc là, l'enfant pourrait peut-être prendre une photo, voir, oh, si je fais ça et si je fais ça, est-ce que c'est vraiment différent? Si je fais ça et si je fais ça, est-ce que c'est vraiment différent? Donc, vous voyez, si je prends celui-ci, vous voyez que je l'ai comme ça ici, je déplace ça ici, est-ce que j'ai la même chose? Je le refais, j'ai comme un L ici avec le orange et le jaune, j'amène ce bloc-là ici, et là, j'ai, oh, non, ce n'est pas la même chose. Vous voyez qu'il n'est pas exactement la même. Donc, l'élève doit se poser des questions. Est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont les mêmes, qui ne sont pas les mêmes? Et quand je demande qu'est-ce que je peux assembler avec 6 briques, vous allez voir que les élèves vont voir qu'avec 6 briques, on peut vraiment assembler toutes sortes de modèles différents. Il y a tellement de façons d'assembler 2 briques. Imaginez, il y a combien de façons d'assembler 6 briques, pratiquement illimitées. En fait, c'est une tâche que je fais avec les élèves au secondaire où ils vont utiliser leur connaissance des exposants pour me calculer combien de façons différentes on peut assembler ces 6 briques-là. Et ça donne des nombres astronomiquement géants. Ceci dit, avec les tout-petits, juste les amener à faire le plus grand nombre de constructions différentes possibles, sans faire les millions de constructions possibles différentes, je pense que ça peut bien aller. Donc, ici, ce qu'on demande aux élèves de faire dans cette activité-là, c'est de faire des tours dans lesquels on ne peut pas utiliser les tenons. Donc, combien de tours différents est-ce que je peux faire? Donc, par exemple, ici, si vous regardez, ça serait une tour qui est possible. Hein? Combien de tours différents je pourrais peut-être faire? Une tour comme ça, c'est différent. Je pourrais peut-être faire une tour comme ça, une tour comme ça ici. Et là, vous voyez que ça va travailler aussi beaucoup la motricité fine chez les élèves, parce que pour que ça tienne ici, là, sans utiliser les tenons et les tubes, bien, ça demande une très, très grande motricité fine. Il faut vraiment travailler le concept de centre de gravité. Même avec les tout-petits, sans qu'ils sachent, sont en train de réaliser des concepts comme le centre de gravité. Sont en train de réaliser un concept, par exemple, le fonctionnement d'une tour. Et là, tu sais, quand on parle de façon différente, là, bien, sans utiliser les tenons, je pourrais peut-être placer 2 blocs comme ça. Vous voyez, je n'utilise pas les tenons. Là, je pourrais peut-être placer 2 blocs comme ça ici. Hein? Je n'utilise pas les tenons. Je pourrais peut-être placer un bloc comme ça ici, et un bloc comme ça ici. Donc, on n'est pas toujours obligé d'utiliser les tenons. Et là, vous voyez qu'ici, ça donne une tour qui est tout à fait différente, mais qui n'utilise pas du tout les tenons. Et là, pour amener le jeu, continuer à créer des défis encore plus amusants, on peut amener les élèves à dire, OK, là, tu le fais avec tes 2 mains. Maintenant, tu dois faire la même chose, mais seulement en utilisant ta main droite ou seulement en utilisant la main gauche. Donc, si par exemple, j'étais droitier, bien, ça devient beaucoup plus difficile pour moi de faire une tour en utilisant seulement ma main gauche. Et là, on peut même ajouter des contraintes, comme par exemple, on a seulement le droit d'utiliser 2 doigts, pas plus que 2 doigts. Donc, si je choisis, et là, on pourrait même rendre ça plus difficile, 2 doigts, mais le pouce ne peut pas être utilisé. Donc là, l'élève doit trouver des façons de le faire. On travaille beaucoup. Ça m'a décidé. Vous voyez que déjà là, moi, j'ai de la difficulté ici, et c'est ce qu'on veut, hein, rendre le défi un peu plus difficile. Si je veux le faire avec une épingle à linge aussi, au lieu d'utiliser mes doigts, donc ça vient jouer de la motricité fine chez les enfants. OK, voici une autre activité. Vous allez voir, il y en a énormément des activités. Ici, c'est une activité qui est dirigée par l'enseignante ou l'enseignant au départ. Par exemple, je vais construire une structure avec les 6 briques, comme ça ici. Et je vais présenter cette structure-là à mes élèves dans une activité qu'on appelle de la subitisation. Donc, en mathématiques, de la subitisation, c'est de voir quelque chose rapidement pour se faire une image mentale très rapide et ensuite tenter de mémoriser ce qu'on a vu de façon subite. Donc, si par exemple, j'ai cette structure-là, ce que je pourrais faire, je pourrais la prendre. Je pourrais, par exemple, aller chercher ici, disons, une petite serviette comme ça ici. Une petite serviette. Et là, je la présente à l'enfant. 1, 2, 3, 4, 5.
et on le cache. Et là, l'enfant, avec son ensemble de 6 briques, hein, donc le parent ou l'adulte a fait ça, avec son ensemble de 6 briques, doit tenter d'utiliser sa mémoire, sa perception sous forme de subitisation pour être capable de reproduire la même structure. Évidemment, dépendant de l'âge des enfants et de leur niveau de défi, si on veut s'assurer que les enfants demeurent dans le flux, hein, ce qu'on peut faire, c'est changer le temps. Peut-être qu'avec des enfants où le défi est trop facile, on pourrait faire une subitisation de 2 secondes. 1, 2 et fermé. Peut-être qu'avec des enfants plus jeunes qui n'ont pas encore des habiletés en subitisation, on pourrait y aller avec 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toutes ces activités-là peuvent varier aussi. On pourrait, lors d'une subitisation, tourner ou non, l'élève doit le regarder tout le tour, mais il ne peut pas toucher à la structure. Donc, ça, c'est des variations que vous pouvez apporter aux différents jeux que je vous présente. Donc, ça, c'est la subitisation. OK, ça, là, c'en est un de mes préférés parce qu'on vient chercher la musique. OK? Et ça peut se faire si vous avez à la maison ou à l'école des instruments de musique. Ça pourrait se faire avec des instruments de musique, mais ça pourrait se faire aussi juste avec notre corps parce qu'il y a plusieurs sons qu'on peut faire avec notre corps, que ce soit avec nos mains, avec nos pieds, disons avec nos genoux ou avec notre bouche. Bop, bop, pip, pip. Donc, c'est possible. Ici, on veut amener aussi l'idée du codage. Donc, l'objectif, c'est de se créer un code. Donc, disons que j'ai bleu, jaune, rouge. Et en fait, je n'utiliserai pas la couleur ici, je vais utiliser l'orientation. Donc, comme ça ici, on voit les tenons, tenons, et ce, tenons, tenons, ce. Et là, je me fais un code. Et ça, c'est super important pour les jeunes de comprendre le concept d'une légende. Là, je pourrais dire, par exemple, que les blocs qui sont tenons sur le dessus représenteraient, disons, taper dans les mains, tandis que les blocs qui sont le tube vers le dessus pourraient représenter un son de la bouche. Donc, par exemple, ici, la musique que j'aurais créée avec cette suite-là que vous voyez sur la table, ça serait pa, pa. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire travailler les élèves en groupe de 2. Comme ça nous donne un deuxième ensemble 6 briques qui nous permet d'avoir 12 notes. Et les élèves se créent ensemble des codes. Et par exemple, un ami pourrait créer un code et demander à son autre ami de l'exécuter, donc de faire la musique ou de faire la chanson. Et vous allez voir aussi que ce qu'on vient traiter avec ça, c'est le concept d'attribut. Parce qu'on pourrait utiliser la couleur comme attribut. On pourrait utiliser à l'endroit ou à l'envers comme attribut. Je pourrais aussi utiliser l'orientation. Je pourrais utiliser, par exemple, à la verticale ou à l'horizontale comme attribut. Je pourrais aussi utiliser le nombre. Je pourrais, par exemple, avoir un bloc, 2 briques, une brique, 2 briques, 2 briques, une brique. Et là, le nom m'indiquerait quelque chose. Par exemple, les une brique, ça représente, disons, un tapement des pieds, et un 2 briques, ça représente un claquement des doigts, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'attributs, et ça, c'est un concept qu'on veut traiter en mathématiques dans notre programme cadre, l'idée de travailler avec les attributs. Maintenant, une des choses qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on mélange les ensembles de blocs, après ça, on veut les réassembler pour avoir le bon nombre de blocs dans un ensemble pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je regarde mon modèle pour m'assurer d'avoir le bon nombre de blocs, parce que là, je les avais mélangés. Donc, ce serait bon dans votre classe ou dans votre maison d'avoir une genre d'image de la structure d'un ensemble 6 briques. Ça, c'en est un autre que j'aime bien aussi parce que ça amène les enfants. Puis ceux qui ont fait l'atelier la semaine passée, vous allez remarquer que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait la semaine passée, mais ici, c'est plus simple. C'est un dos à dos. Donc, dans un dos à dos, on a un premier élève qui fait une structure. Donc, disons qu'il fait cette structure-là ici. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait s'assurer que l'autre élève avait les mêmes blocs. Donc, dans ce cas-ci, c'est relativement facile parce que tous les élèves ont les mêmes blocs.
Donc, disons que ça, c'est l'élève A. Donc, l'élève A a fait cette structure-là sans que l'élève B ne puisse la voir. Donc, l'élève A, ils sont dos à dos. L'élève A doit donner des instructions à son ami, donc à l'élève B, pour être capable de reproduire la même structure. Et vous allez voir que ça demande beaucoup ici de travail au niveau d'expliquer les couleurs, quel bloc utiliser avec quelle orientation. L'élève va utiliser beaucoup le vocabulaire de position. À droite, à gauche, dessus, devant, dessous, derrière. L'élève va peut-être utiliser les tenons aussi. Tu le décales d'un tenon. Peut-être que l'élève va vouloir utiliser à la verticale et à l'horizontale comme mot. Donc, on développe beaucoup ce qu'on appelle dans le programme de mathématiques le sens de l'espace avec ces structures. Donc, ça, c'est l'activité du dos à dos. C'est toujours gagnant chez les élèves parce qu'on vient travailler non seulement les compétences en numératie, d'être capable de faire du sens de l'espace, ça fait partie de notre programme de mathématiques, mais on vient développer aussi beaucoup les habiletés en communication à l'oral. Donc, en communication à l'oral, on vient chercher là, tout ce qui s'appelle littératie, être capable de donner de bonnes instructions. Sachez aussi que lorsque les élèves deviennent des experts à cette tâche-là, on peut ajouter des contraintes, comme par exemple, les élèves qui débutent, je leur permets de se poser des questions. Si les instructions n'étaient pas claires, ils peuvent poser une question à leur ami. Quand ça continue, je change. Là. Vous pouvez vous poser une question, mais seulement une question de type oui ou non. Et ultimement, bien, non, on ne pose pas de questions, donc il faut que la première personne donne des instructions très claires parce qu'il n'y a pas de question qui va être posée. OK, ici, c'en est un autre que j'adore. Ça s'appelle le jeu du dictionnaire. Maintenant, pour le jeu du dictionnaire, là, ça, je vous recommande pour bien le faire, d'avoir quelques ensembles. Et par quelques ensembles, je dirais un minimum de 3 jusqu'à 5 ensembles là, devraient bien fonctionner avec vos élèves. Donc, disons que j'ai 3 ensembles de 6 briques ici. Et là, les élèves, ce qu'on fait, c'est que nous, on choisit des mots du dictionnaire. Et l'élève doit utiliser, disons, 3 ensembles de 6 briques pour représenter le mot du dictionnaire. Maintenant, vous, en tant qu'enseignant ou en tant que parent, assurez-vous de choisir une liste de mots du dictionnaire qui sont relativement concrets. Si c'est trop abstrait, c'est difficile de le représenter avec des briques de Duplo. Mais par exemple, disons que j'avais mis le mot avion, et un élève pourrait, si on peut même le faire avec un ensemble de 6 briques, pourrait faire ici, par exemple, un avion. Ça. Puis là, il pourrait, par exemple, faire un geste pour montrer qu'il s'agit d'un avion. Ou un élève pourrait, par exemple, se faire ici, disons qu'il a obtenu le mot guitare. Hein? Donc, disons qu'il a obtenu le mot guitare ici. Il pourrait se faire, comme ça ici, une guitare et se mettre à jouer de la guitare pour montrer que c'est une guitare. Ça amène beaucoup les enfants à travailler l'art dramatique parce que, étant donné que c'est difficile de représenter juste avec des briques comme ça, l'enfant doit utiliser son talent en art dramatique pour bien mimer avec l'objet qu'il a créé pour aider son ami à deviner le mot. Donc, ça devient un peu un jeu du dictionnaire. On développe le vocabulaire ici chez les enfants. Puis, encore une fois, aller chercher des objets concrets, des assiettes, des tasses, des canards, des animaux, aller chercher des objets usuels, une table, ce genre de choses-là. Puis là, vous voyez que même avec un ensemble de 6 briques, je réussis à fabriquer certains des objets. Donc, mais pour les enfants, là, pour rendre les choses un peu plus faciles, d'avoir accès à entre 3 à 5 ensembles, ça permet de rendre les choses un petit peu plus simples. Donc, le jeu du dictionnaire. J'espère que vous appréciez là, cette activité. Ça, c'en est une qui fonctionne toujours bien lorsque je travaille avec les enfants. OK, une de mes préférées. Ici, là, on travaille aussi la littératie, on travaille les mots. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ici les 6 briques pour représenter des mots. Évidemment, on a accès juste à 6 lettres. Et moi, j'ai toujours un code comme ça que j'affiche à l'écran pour l'enfant. Donc, c'est la légende.
Et je ne prends pas toujours les mêmes lettres, mais sachez que pour être capable de faire cette activité-là, ça va vous prendre quelques voyelles et quelques consonnes. Je ne pourrais pas mettre seulement des voyelles ou seulement des consonnes. Ça serait plus difficile de faire des mots qui sont réels dans la langue française. Mais là, je vais vous en faire un. Donc, je vais tasser ces briques-là ici. Sur ma caméra, je vais vous faire un mot et je vous invite à tenter de deviner et de m'écrire dans le chat le mot que je suis en train de créer. Vous voyez que ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de faire du codage. On appelle ça de la cryptographie, hein, où on va utiliser un code pour transmettre une information. Puis, dépendant de l'âge des jeunes, vous pouvez leur expliquer comment ça fonctionne, la cryptographie. Hein, quand on envoie des messages secrets, vous voyez ici, sans le code, ça serait impossible de savoir quel est mon message secret, mais avec le code, ça devient possible. Donc, ça pratique chez l'élève les compétences de cryptographie, capable de chiffrer de l'information. Puis, vous pouvez même amener des exemples comme, par exemple, notre compte de banque. Notre compte bancaire, pour accéder à l'information, c'est chiffré. En anglais, on appelle ça encrypted. Parce qu'on ne veut pas, par exemple, que nos mots de passe soient accessibles à tous sur Internet. Donc, c'est chiffré. Sans le code, on ne réussit pas à deviner. Donc, si je vous montrais seulement ce que je présente ici sur ma table, vous ne pourriez pas deviner quel est mon mot. Mais là, je pense que vous pouvez le deviner. Je vous invite à le mettre dans le chat si vous avez tout de suite trouvé mon mot. Donc, vous avez le code à l'écran et vous avez ici sur ma caméra le mot que j'ai choisi. Donc, je vous laisse du temps pour y penser. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc là, j'ai fait un mot qui utilise les 6 briques au complet. Évidemment, je ne suis pas toujours obligé d'utiliser les 6 briques. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, le mot que j'ai fait ici, mais je commence avec le bleu foncé, qui est le B, le rouge est le A, hein? Le jaune ici est le L, le vert est le I, le orange est le S et le bleu est le A. Donc, j'ai fait le mot balise. Maintenant, je pourrais faire un autre mot aussi. Je pourrais envoyer un autre mot à l'aide de mon code secret. Donc, si j'en fais un autre ici, peut-être un plus simple cette fois-ci, je vais y aller avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, ces trois-là ici. Donc là, j'ai fait un nouveau mot. Si jamais vous voulez vous essayer de trouver quel mot est-ce que j'ai fait ici, n'hésitez pas à le mettre dans le clavardage. Donc, j'ai fait un mot avec seulement 3 briques en utilisant, encore une fois, ma clé de chiffrement. Donc, on l'a ici dans le chat, ici, il s'agit du mot « sel ». Donc, vous voyez que les élèves, là, c'est l'enseignant, c'est moi qui crée l'école. Mais pourquoi pas impliquer les élèves? Parce qu'un élève qui voit des lettres comme ça, c'est un petit peu comme jouer à Scrabble. Il doit trouver quel mot est possible à faire. Moi, j'en vois tout de suite un autre que je pourrais faire. Je pourrais faire B, L et E. Donc, du blé. Hein? Donc, vous voyez qu'avec 6 briques, c'est fou tout ce que je peux faire. Maintenant, vous pouvez tricher aussi. En tant qu'enseignant, si vous ne voulez pas trop perdre du temps, vous pourriez, par exemple, aller sur un site web, par exemple comme ça ici. Ça, c'est un site web qui s'appelle scrabble-triche.fr. Et là, vous voyez, si je mets les lettres que j'ai choisi d'inclure dans mon code, ça va me donner des mots français qui sont corrects. Comme je pourrais avoir le mot des balles, des baies, une bise. Vous voyez, il y a énormément de mots là. Du blé, bis, bas, balle, belle, lait, sel et tous les mots aussi à 2 lettres. Vous voyez la quantité de mots. Imaginez, on ne montre pas le site scrabbletriche.fr à nos élèves, mais on leur met des lettres comme ça ici, puis on les invite à trouver le plus grand nombre de mots. Ils pratiquent beaucoup les habiletés en littératie à créer des mots à partir des lettres. Et imaginez aussi le plaisir qu'ils ont à montrer leur code à un ami et à voir si leur ami peut deviner le mot.
Moi, là, je vous le dis, ça, cette activité-là, les élèves, là, ils ont toujours énormément de plaisir. C'est tellement mieux que juste le faire écrire des mots. Là. Ils ont le plaisir d'avoir un code secret. Est-ce que mon ami va deviner le mot? Donc, j'espère que vous aimez cette activité 6 briques-là. Ça fait partie là, de mes tops, dans mes préférés à utiliser en salle de classe avec les enfants. OK. Ici, on a une activité où on vient chercher un petit peu plus la créativité chez les enfants et leur capacité à raconter des histoires. Donc, la tâche, c'est qu'on utilise 6 briques et le but, c'est avec ces 6 briques-là, l'enfant doit créer une créature de son choix. Évidemment, si vous voulez des créatures plus grosses, vous pourriez mettre 2 enfants ensemble avec 2 ensembles 6 briques et ils créent leur propre créature un peu plus grosse. Et là, un coup qu'ils ont fini, on veut l'aspect littératie. Donc, on veut les faire parler ou les faire écrire. Donc, on lui demande, c'est quoi le nom de ta créature? Quel son est-ce que la créature va faire? Ce n'est pas obligé d'être une créature réelle, ça peut être une créature magique. Hein? On veut développer l'imagination chez l'enfant. Comment est-ce que ta créature, elle se déplace? Est-ce que ta créature a un pouvoir magique? Raconte une histoire avec ta créature. Donc, ça développe beaucoup l'imagination et la créativité chez les enfants, encore une fois, juste avec 6 briques. Ici, on a l'idée de faire le concept de la réflexion. Donc, en mathématiques, on étudie un concept qui est la réflexion. Hein? Donc, ça fait partie de notre programme dans les transformations. Donc, ici, par exemple, si je construis cette structure-là, comme ça ici, là, vous voyez que la structure qui est à l'écran n'est pas une réflexion. Donc, les élèves doivent travailler ensemble pour faire une réflexion. Donc, un premier élève construit la structure, le deuxième élève doit créer la réflexion. Donc, par exemple, ici, ça va bien, mais là, vous voyez que si je mets ça ici, je ne viendrai pas le mettre ici. Parce qu'une réflexion, le bloc bleu pâle doit être à la même distance de l'axe de symétrie ou du miroir que le bloc bleu ici. Vous voyez que ça fait travailler beaucoup chez l'enfant le raisonnement spatial, hein, d'être capable de penser à ça ici. Où est-ce que je vais mettre celui-ci? Où est-ce que je vais mettre celui-ci? Donc ici, on a une réflexion de cette structure-là, mais les structures ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une réflexion. Aussi, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient 2 structures qui sont symétriques. Donc, cette activité-là nous permet de travailler la symétrie, mais aussi la réflexion chez les enfants. OK, une autre ici où on vient chercher quelque chose de différent. À date, on a utilisé beaucoup la vue comme sens. Un des sens qu'on veut développer chez nos élèves, c'est le toucher. Donc, on a une activité ici qui s'appelle à l'aveuglette. Et à l'aveuglette, on peut soit fermer les yeux ou on peut utiliser un bandeau pour se cacher les yeux. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'un peu comme tout à l'heure, on a un élève qui construit une première structure. Donc, disons que je vais construire cette structure-ci. Ce sera pas long. Et voilà. Donc, j'ai construit une première structure ici. Le deuxième élève a les yeux fermés ou porte un bandeau. Et lui, il a son ensemble de 6 briques comme ça ici. Et là, il doit construire la même structure que ça, mais sans voir. Donc, seulement en touchant comme ça. Vous voyez, là, j'ai fermé mes yeux. Vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai les yeux fermés. Et je touche et j'essaie de percevoir la structure. On vient beaucoup développer, encore une fois, le raisonnement spatial, mais par le toucher. Ça nous donne une belle appréciation aussi de la façon dont les gens qui ont la cécité peuvent percevoir notre monde. Et là, ensuite, un coup que c'est fini, je dois utiliser mes propres briques pour tenter de faire la même structure. Souvent, on va y aller étape par étape. Okay, je touche à ça, je touche ici, et je fais la même structure. Évidemment, dans ce cas-ci, les couleurs n'importent peu. Donc, quand je fais cette activité, je dis aux élèves, la couleur ne peut pas être perçue par le toucher, donc la couleur n'importe peu dans cette activité, pourvu que la structure est la même. Donc, ça, cette activité-là s'appelle à l'aveuglette. OK. Ici, là, on va amener l'aspect kinesthésique. On a toujours dans nos classes, dans nos maisons, des élèves qui adorent bouger. Bouger beaucoup plus
que juste bouger en touchant les briques. Donc, voici ce que je fais ici. J'invite les élèves, non, je fais moi-même une structure. Donc, disons que je fais une structure comme ça ici. Hein, vous voyez ce qui est merveilleux avec le 6 briques. C'est très facile de faire une structure qui est différente de la dernière. Il y a tellement de façons d'assembler. Donc, j'ai créé cette structure bizarre-là. Donc, vous voyez comment j'ai assemblé ça ici. Très bizarre. Et là, je vais la mettre à une certaine distance. Ça, je ferais ça, par exemple, dans le gymnase. À l'autre bout du gymnase, je mets sur une table cette structure-là. Les élèves sont à l'autre bout du gymnase avec leur propre ensemble 6 briques. Donc, l'enseignant a créé ça, ou un des élèves de la classe. Tous les autres élèves sont à l'autre bout du gymnase avec leur ensemble 6 briques. Et là, ces élèves-là peuvent courir pour aller voir le modèle, mais ils n'ont pas le droit d'amener leurs 6 briques avec eux. Donc, ils peuvent venir observer et revenir à l'autre bout du gymnase et avec ce qu'ils ont mémorisé, ils doivent tenter de construire la même chose. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que la mémoire souvent fait défaut, hein, parce qu'il faut se souvenir des couleurs, des positions, des orientations. Donc, l'élève doit souvent faire plusieurs allers-retours pour être capable de parvenir à faire sa structure, qui correspond à celle qui a été suggérée par l'enseignante ou l'enseignant. Ça vient régler nos attentes ou ce qu'on veut que les élèves bougent. Hein? Donc, tout ce qui s'appelle notre activité physique quotidienne obligatoire dans le programme, tout en développant la mémoire et le raisonnement spatial chez les enfants. Ça les fait bouger énormément. Et si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire sous forme d'une petite compétition amicale où on veut que ce soit le premier élève à faire la structure sans faire d'erreur, évidemment. Donc, cette activité-là, mesdames et messieurs, s'appelle l'activité de la course. OK, on passe à notre prochaine activité. Un autre que j'aime bien ici, où on invite l'élève à faire un serpent en utilisant ses 6 briques. Donc, vous voyez un petit peu à l'écran ici, puis je vais vous le faire avec les vraies briques ici. Il y a différentes façons de faire un serpent. Et ce qui est bien avec les briques de Duplo, vous voyez que c'est des briques qui sont orthogonales. Orthogonales, ça veut dire qu'on peut les mettre à 180 degrés, à 90 degrés, à 0, à 270 degrés. Donc, on peut les mettre par incrément de 90 degrés. Par contre, si on vient ici au bout et qu'on utilise juste un tenon, ça nous permet de créer des angles qui ne sont pas orthogonaux. Donc, ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça pourrait nous permettre de créer un serpent qui a une forme un peu plus bizarre. Donc, dans cette activité-là, le but, c'est de faire manipuler les tout-petits et de les faire faire un serpent qui a différentes formes. Maintenant, vous voyez à l'écran, il y a des élèves qui vont faire des serpents plus droits, des serpents plus courts, des serpents plus longs. Il y en a aussi qui vont le faire sans nécessairement cliquer les pièces comme ça ici. Et c'est correct aussi. Donc, sans cliquer les pièces comme ça ici, hein, se font un serpent comme ça. Et là, ce que j'aime avec cette activité-là, c'est qu'on invite les élèves à se mettre ensemble et à faire les plus longs serpents, mais à développer des stratégies. Comment est-ce qu'on va s'arranger pour que notre serpent, on le fasse rapidement et efficacement? Donc, ça, c'est l'activité du serpent géant. Maintenant, là, on va parler un petit peu de science et de technologie. Ça, c'est une des activités où on vient traiter du concept du centre de gravité. Donc, avec les 6 briques, c'est très facile d'avoir une structure instable. Par exemple, si je commence à construire comme ça, vous voyez que déjà là, la structure ici, elle est instable. Par contre, si je balance ma structure comme ça, bien maintenant, la structure, elle se balance bien. Donc, ce que j'invite les élèves à faire, c'est de me faire les structures les plus bizarres possibles qui sont stables. Donc, vous allez voir aussi qu'étant donné qu'on peut les mettre à angles qui ne sont pas orthogonaux, on peut vraiment avoir des structures pas mal intéressantes. J'ai même des élèves là, qui vont faire des structures comme ça ici, où ils vont, par exemple, disons, venir chercher quelque chose comme ça. Oh, OK, là, ça, c'est en équilibre. C'est tout près d'être en équilibre. Donc, après ça, on peut comparer, on peut expliquer. On peut aussi montrer comment est-ce qu'on peut compenser aussi. Hein? Donc, ici, j'avais trop de masse à droite.
comment est-ce que je peux compenser la masse à droite en amenant plus de masse à gauche? Et là, je l'ai fait avec un ensemble. Si vous voulez vraiment avoir du plaisir, là, ça, là, imaginez une classe au complet. Chaque enfant, une classe de 20 élèves, 25 élèves, 30 élèves. Chaque enfant a son ensemble 6 briques et commence une structure. Et ensuite, ils assemblent ensemble les structures que chacun fait pour faire la tour la plus haute qui est bien balancée. Et un règlement que je mets lorsqu'on fait ces tours-là, c'est qu'ils n'ont pas le droit de mettre 8 tenons sur 8 tenons, comme ça ici, parce que ça serait trop facile. Évidemment, tu sais, il y a un élève qui me ferait ça comme ça. Donc, à chaque étape, il doit toujours y avoir des tenons qui sont visibles, juste pour augmenter un peu le défi de la tâche et que les élèves ne fassent pas juste arriver avec quelque chose comme ça ici. Maintenant, ça, c'est une activité supplémentaire. C'est une activité très similaire à celle dont on vient de parler, mais ça s'appelle une tour bien balancée au hasard. Et ça utilise un dé. Donc, l'activité est la même. L'élève va créer sa structure qui peut être instable, mais c'est quasiment un petit peu comme un jeu de Jenga. Donc, le premier élève va lancer un dé. Donc, on a un premier bloc. Si je lance un dé, disons que j'obtiens le nombre 3. Bien, ce que je dois m'assurer, c'est d'avoir un minimum de 3 tenons qui sont visibles. Si j'obtiens le nombre 4, je dois m'assurer d'avoir un minimum de 4 tenons qui sont visibles. Si j'ai le nombre 6, je dois m'assurer qu'au moins 6 tenons sont visibles. Donc, le nombre indiqué par le dé représente un minimum de ce qui doit être fait en termes de tenons visibles. Évidemment, étant donné qu'il n'y a pas de 0 sur un dé, il y a peu de risques qu'on se ramasse avec ça. Et là, ce qu'on fait avec ça, c'est que les élèves doivent placer à tour de rôle leurs briques et chacun a son tour en s'assurant que la tour reste en équilibre. Évidemment, un peu comme à Jenga, bien, on perd lorsque la tour va s'effondrer. Évidemment, c'est toujours avec du plaisir. Il faut toujours montrer aux élèves que c'est pour apprendre, c'est pour le plaisir. Même si on perd un jeu, ce n'est pas un problème. On recommence et on continue de jouer. Mais ça, c'est vraiment un jeu super amusant où les élèves, quand on parle de hard fun, là, ont le plaisir. Puis là, ils lancent le dé. « Oh, j'ai obtenu un 6, c'est plus difficile. » Mais il se dit, c'est difficile, mais ça me permet aussi de peut-être rendre ça plus difficile pour la prochaine personne. Donc ça, c'est la tour bien balancée qui utilise des dés au hasard. OK. Celle-ci, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait ici. Mais là, ici, c'est des compétitions de tours, bout à bout, mais petit bout vers petit bout. Donc, lorsqu'on fait cette activité-là, les élèves n'ont pas le droit de faire leur tour comme ça ici. Donc, ils n'ont pas le droit de mettre le gros bout sur le gros bout. Et ils n'ont pas le droit d'utiliser les tenons. Donc, il faut qu'ils fassent debout. Vraiment, la seule façon de l'assembler, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment une activité qui vise à travailler la motricité fine. Je ne sais pas si vous écoutez l'émission Survivor, mais souvent, ils ont ça comme défi, où il faut monter une tour et la monter, la monter. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on a 2 élèves qui font chacun une tour, et à chaque étape de la tour, OK, prochain breloque. Et là, le prochain élève vient le mettre. Fait que là, vous avez les 2 élèves qui le font en même temps. Donc, disons qu'on est rendu au 6e bloc. OK, les 2 élèves mettaient le 6e bloc. Et le but, c'est que la tour tienne le plus longtemps. À un moment donné, il y a une des tours qui va s'effondrer, ou parfois, des fois, les 2 tours en même temps. Là, je suis rendu ici à 6 briques. Et vous voyez que la tour, ici, elle est très instable. Juste se faire bouger un petit peu la table. Et ça s'effondre au complet. Donc, ici, le but, c'est de travailler l'équilibre et la motricité fine chez les enfants. OK, ici, on a notre prochaine activité où là, on veut inclure un petit peu de mathématiques. Donc, on a le concept du double ou de la moitié. Donc, on utilise encore un dé ici. Et là, on a, ici, pour celui-ci, on utilise 2 ensembles de 6 briques. C'est 2 élèves qui jouent ensemble, mais il y a un élève qui lance le dé. Donc, mon premier élève lance le dé, il y a ces 12 briques ici. Donc, disons que j'obtiens un 3 sur mon dé. Mon ami me dit soit le mot double ou la moitié. Donc, si j'obtiens le 3 puis il me dit double, je dois rapidement
placer le double de 3. Comme ça ici. Donc, l'objectif, c'est de pratiquer les doubles et la moitié. Et là, ce qui est intéressant, c'est que parfois, la moitié n'est pas possible. Hein? Si je parle la moitié de 6, ça va me donner 3 blocs, mais la moitié de 3 me donnerait 1,5 bloc. Donc, il faut que les élèves aient une discussion. Pourquoi je ne peux pas utiliser la moitié lorsque j'ai des nombres impairs? Donc, ça fait une belle discussion à faire. Et la personne qui s'occupe de dire le double et la moitié doit en tenir compte. Donc, ça, c'est vraiment pour aller travailler le concept de la moitié, la demi, et le concept du double. Évidemment, si vous avez plus d'ensemble de blocs aussi, vous pourriez travailler avec le triple, le quadruple, le quintuple aussi. Donc, on peut toujours modifier ces activités. Ici, ça représente la fin de cette portion-là de l'atelier, mais là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux vous présenter quelques-unes des ressources qui sont disponibles. Entre autres, je vais vous mettre ce lien-là ici. Ce lien-là, c'est un livret 100% gratuit. Comme ça ici, je vais vous mettre ça ici dans le chat. Donc, ça ne sera pas bien là. Donnez-moi un instant. Donc, ce livre-là, il est 100% gratuit. Et c'est le livre de la Lego Foundation qui nous présente une variété d'activités utilisant les 6 briques. Ce soir, là, on a vraiment effleuré le sujet, comme par exemple, on a fait des suites musicales, mais on n'a pas fait des suites régulières. Hein? On n'a pas travaillé ces concepts-là. Et vous allez voir qu'il y a plein d'activités. Ici, hein, on parle de l'équilibre, mais ça doit être en équilibre sur le rebord d'une table. Ça ajoute un défi. Prenez le temps d'explorer les activités qui se retrouvent dans ce livret-là. Il y a vraiment là, une tonne et une foule d'activités. Maintenant, si vous êtes intéressé à rejoindre la communauté de 6 briques, vous pouvez suivre, par exemple, une formation. Et je vais vous mettre ici un lien qui offre des formations ici. C'est des formations qui sont offertes par une dame qui vient des Indes, qui offre d'excellentes formations sur la méthode 6 briques, très peu dispendieuse aussi. Et elle offre aussi des qualifications, donc qualifications niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Moi, j'ai fait évidemment mes qualifications de 6 briques avec cette dame qui s'appelle Binal, qui offre toutes sortes de formations pour devenir un enseignant qualifié en 6 briques. Et comme un concept que je n'ai pas vraiment touché ce soir, à part le codage là, avec les mots chiffrés, on n'a pas beaucoup travaillé du codage, mais Binal, dans ses formations, va s'assurer de toucher beaucoup le codage. Là. Donc, vraiment les listes de séquences, les listes d'instructions à l'aide des 6 briques. Donc, ceci dit, je vais vous représenter ici le formulaire d'évaluation. Moi, je vais arrêter le partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de clavardage. Ce ne sera pas bien long. Donc, le formulaire ici. Le formulaire d'évaluation de l'atelier. Et puis, voilà. Je le mets dans le clavardage tout de suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Ça me fait plaisir de vous présenter les activités 6 briques lors de cet atelier-ci. N'hésitez pas aussi à parler à vos amis, vos collègues des ateliers version enregistrée de 6 briques. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup et à la prochaine.